Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5, Jean-Paul est avec nous ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, La Fraîche. On parle de quoi ce matin dans l'actualité internationale? Nous allons parler de la Chine, parce que le Bureau d'État des statistiques, qui est l'organe public qui publie en réalité, qui fait l'état de la population tous les 10 ans, a donné son rapport concernant la période 2010-2020 de la population chinoise. C'est important à plusieurs titres. Pourquoi? Parce que, la Chine est considérée comme le pays le plus peuplé du monde, et deuxièmement, la Chine est, par PIB global, la deuxième puissance économique du monde. Et donc, il fallait évidemment la démographie durant, disons, les 30 dernières années. La Chine a axé son développement essentiellement sur sa population nombreuse qui permettait justement d'avoir des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas, et c'est ce qui l'a rendu particulièrement compétitive et qui a attiré de nombreuses multinationales à venir s'installer dans ce pays-là, où évidemment il permettait rapidement de faire des marges, parce que vous savez, dans le monde de l'entreprise, lorsque vous avez des charges, et bien en général, la charge sur laquelle vous pouvez fluctuer et axer l'essentiel de vos profits, c'est justement sur la main-d'œuvre. Et donc, cette population abondante, bon marché, disponible, a été le fer de lance au cours de ces 30 dernières années de la spectaculaire progression économique chinoise. Mais évidemment, il semblerait, selon les chiffres qui ont été publiés par le Bureau d'État de la statistique, que depuis 2015, en réalité, il y a une diminution de la croissance de la population, c'est-à-dire l'augmentation de la population diminue. Pour l'année 2020, elle n'a été que de 0,53%, alors elle est bien loin des objectifs de 1 à 3% que prévoyait le gouvernement chinois. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que durant plus de 30 ans, la Chine a mis en place la politique de l'enfant unique. C'était pour justement limiter les effets de cette démographie galopante-là. Et la Chine s'est rendue compte à partir des années 2010 que ce fait, à savoir de limiter le nombre de naissances, devait lui porter un énorme préjudice, puisque évidemment il y a un déficit de renouvellement de population et renouvellement de main-d'œuvre. Et donc ça devrait avoir un impact sur la production nationale et donc sur l'économie chinoise. Et donc, ils ont levé ce verrou et ils ont maintenant autorisé les enfants aux familles, aux parents à avoir 2 enfants. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui explique aussi le fait qu'il y a un très faible fléchissement, une très faible augmentation du taux de la croissance démographique, c'est le fait qu'on assiste depuis de nombreuses années à des avortements sélectifs. C'est-à-dire que les familles chinoises choisissent délibérément de se débarrasser d'un fœtus lorsque il découvre que l'enfant est de sexe féminin, malgré le fait qu'il est interdit par le gouvernement chinois de donner le sexe de l'enfant avant sa naissance. Alors, qu'est-ce qui explique ce double phénomène? Le premier, c'est que le coût de l'éducation en Chine est extrêmement élevé. Le coût est à peu près semblable à celui des États-Unis. Et donc, les parents estiment qu'avoir un enfant, c'est lui donner plus de chances de pouvoir réussir, parce que les 2 parents vont justement axer leur effort sur cet enfant-là, plutôt que d'en avoir 2, ce qui multiplierait les coûts par 2 et donc diminuerait les chances pour ces enfants-là. Parce qu'il faut savoir que en Chine, la lutte pour les bons emplois est extrêmement compétitive. Et donc, dès le très bas âge, les parents donc mettent déjà tout en œuvre pour que, évidemment, ces enfants-là soient les meilleurs possibles, pour qu'ils finissent ingénieurs, qu'ils finissent des spécialistes en économie, etc., etc. Des métiers, évidemment, où on peut gagner beaucoup d'argent et qui, par la suite, leur permettraient de venir en aide à leurs parents. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que ce léger fléchissement va faire que, certainement, aux alentours de 2035 à 2040, la Chine aura un double problème. Elle ne sera plus la population la plus peuplée du monde, et certainement l'Inde l'aura dépassée, et elle aura à peu près 40% de sa population, donc à peu près entre 260 ou 270 millions de Chinois qui auront plus de 60 ans. Et ça va poser un autre problème, parce que
la Chine, bien qu'étant le deuxième PIB global au monde, après les États-Unis, c'est le 72e pays au monde de PIB par habitant. Ça veut donc dire que, si tu veux, la consommation intérieure est encore faible et n'est pas encore en capacité de pouvoir absorber toute la production qui est faite en Chine, à l'opposé, par exemple, de ce qui se fait aux États-Unis, où on a un marché intérieur qui est véritablement dynamique et surtout, en comparaison avec le Japon, où le Japon, il y a à peu près une vingtaine d'années, avait connu le problème que rencontre la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire un vieillissement accru de sa population. Il faut savoir qu'au Japon, à peu près 45% de la population a plus de 60 ans, mais à la simple différence, c'est que les 65 ans et autres au Japon ont un niveau de vie suffisamment élevé qui leur permet de continuer à consommer et donc de soutenir en quelque sorte l'économie nationale. Ouais. Et donc, pour les Chinois, ce n'est absolument pas la même chose, puisque la plupart des gens qui ont 60 ans et autres touchent de petites pensions et donc, pour survivre, sont obligés d'attendre des subsides que leur versent leurs enfants ou leurs neveux pour pouvoir survivre. Et donc, ces personnes âgées ne deviennent plus un moteur de croissance, un moteur de la consommation nationale comme au Japon, mais deviennent plutôt un poids pour l'économie nationale parce qu'il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut mettre en œuvre des moyens pour pouvoir les prendre en charge. Et donc ça va gréver en quelque sorte la richesse produite à l'échelle nationale par la Chine et cela pourrait également faire que à très long terme, la Chine puisse reculer en termes de puissance économique mondiale. Et donc, quelles sont donc les possibilités qui sont offertes justement à la population chinoise ? Ils constatent que le fait que l'on lève le verrou sur l'enfant unique ne marche pas et les parents ne veulent pas donc de plusieurs enfants en raison du coût élevé de la vie. Ce qu'il serait possible de faire, c'est un peu de faire ce qui se passe en France, parce que, par exemple, en Europe, lorsque vous regardez les pays de l'espace de l'Union européenne, la France est le pays où le taux de natalité est le plus élevé. Il est de 1,8 par habitant contre 1,3 en Chine. Et donc, si la Chine avait environ 1,8% de taux de natalité, cela pourrait permettre un renouvellement de l'ordre de 100 à 120 millions de personnes au cours de la prochaine génération. Et pour avoir un taux de natalité aussi élevé, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que l'État mette en œuvre des moyens pour aider, si tu veux, inciter les parents à avoir plus d'enfants. D'abord, leur accorder un crédit d'impôt, leur accorder des allocations familiales, leur accorder des aides sociales, notamment au logement, à l'éducation, à la santé, pour leur permettre évidemment de prendre en charge ces enfants-là, et mettre aussi et d'autres mécanismes sociaux, d'autres mécanismes fiscaux pour que, évidemment, les parents qui ont plusieurs enfants aient la capacité de pouvoir s'en occuper correctement. Malheureusement, on n'en est pas encore là, puisque pour les autorités chinoises, ils estiment que même s'il y a une diminution de la progression de manière globale de taux de natalité, mais on n'est pas encore à une situation critique. Et ils estiment qu'ils ont encore une marge de manœuvre, même si elle est étroite, mais ils ont encore une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place une véritable stratégie globale d'augmentation de la population. Mais évidemment, en s'inspirant sur ce qui se fait en France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est clair que pour les autorités chinoises, il y a un péril en demeure, parce qu'évidemment, on assiste à un vieillissement de la population. Et chose aussi étrange et inquiétante pour les autorités chinoises, c'est que lorsqu'on fait une comparaison, par exemple, avec le Japon, le vieillissement de la population japonaise s'est accru sur une période entre 40 et 50 ans. Or, pour la Chine, le vieillissement s'est accéléré. En moins de 20 ans, on a assisté à cette accélération du vieillissement de la population-là. Donc, évidemment, le danger, il est imminent, il est réel. Et donc, les autorités chinoises, même si officiellement, elles ne semblent pas inquiètes par ces chiffres assez alarmant, mais évidemment, on sait qu'en coulisses, ils sont en train de réfléchir et il ne serait pas étonnant de voir que la Chine, qui est un pays vraiment capitaliste, même si le système de gouvernement se dit communiste, mais on va assister à un glissement du capitalisme vers beaucoup plus de socialisme, c'est-à-dire avec des politiques étatiques qui vont aider les familles et leur permettre soit d'avoir plus d'enfants, soit d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, et tout ça dans l'optique d'augmenter in fine la croissance de la population avec l'objectif de maintenir évidemment
le niveau de croissance économique de la Chine. Merci Jean-Paul qui revient sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.